Bon, on va envoyer l'écriture inclusive en lune de miel avec l'oubli, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Si je suis avec une copine, je t'envoie mon fils, je veux pas dire on est content quoi. Cette forme d'écriture qui lutte contre le sexisme. Professeur, je sais plus ce qu'il faut dire. Je ne passerai jamais à l'écriture inclusive. Sommes-nous prêts pour l'écriture inclusive ? Et ça, c'est pas du français. Alors en 2017, l'agence de communication mots-clés publie son manuel d'écriture inclusive avec un sous-titre prometteur « Faites avancer l'égalité homme-femme dans votre manière d'écrire ». Alors ce manuel vous dit comment écrire en écriture inclusive, sans s'embarrasser de vous expliquer pourquoi. L'assertion y a valeur de preuve. De fait, l'appellation même d'écriture inclusive est un tour de force, puisqu'elle suppose que si vous êtes contre, c'est que vous êtes favorable à l'exclusion. Et c'est peut-être ce biais moral qui explique une confiance parfois inouïe. Et l'Académie française n'est pas une institution légitime en matière de langue. Des arguments qui sont souvent Faible, pas terrible. heureux encore s'il y a des arguments. On parle de l'écriture inclusive. Oui, voilà, les trois femmes de l'Académie française aimeraient bien qu'on en discute. Alors, moi, Hélène Caradranco, Alors le manuel postule, et c'est la clé de voûte de l'écriture inclusive, premièrement que la langue est sexiste, et deuxièmement que la langue a une influence sur les mœurs. À la page 4, on peut lire « Le discours condense ainsi les transformations en cours au sein d'une société. Il les reflète certes, mais les configure également. En ce sens, il témoigne et participe à la construction et à la perpétuation d'inégalités et de stéréotypes de sexe, tels... .le.es » Bon. Que nous les observons au quotidien. Alors ici, il est question de discours, alors qu'en fait, il pense à la langue. Or, langue et discours, c'est une opposition de base en sciences du langage. La langue, c'est un système combinatoire de signes et un ensemble de conventions qui permettent l'expression. C'est une virtualité. Et le discours, ou la parole, c'est l'utilisation concrète qu'on fait de ce système. Donc en s'en prenant à l'écriture, ils s'en prennent à la langue dans son fonctionnement structurel. Or, évidemment, les idées, les jugements de valeur, les croyances sont dans le discours, sont dans la parole, sont dans les écrits, et pas dans la langue, qui est un système abstrait et qui, en tant que tel, ne dit rien. Je vais me remettre une fois encore à l'éminent benveniste et à son article « Structure de la langue, structure de la société ». Tous ceux qui, à maintes reprises, et encore récemment, ont étudié ces rapports sont amenés finalement à conclure qu'on ne découvre en réalité de la langue à la société aucune relation qui révélerait une analogie dans leurs structures respectives. Nous constatons en effet, à parcourir le monde d'un premier coup d'œil, que des langues de structures comparables servent à des sociétés très différentes entre elles. On voit aussi dans l'histoire que des langues, au contraire très éloignées par leur type, se développent dans des sociétés qui partagent le même régime social. Si l'on prend l'évolution historique, on voit aussi que langue et société évoluent séparément. Une même langue demeure stable à travers les bouleversements sociaux les plus profonds. La société et la culture inhérentes à la société sont indépendantes de la langue. Mais benveniste dit une autre chose fondamentale. Ce que les hommes peuvent changer, ce sont les désignations qui se multiplient, qui se remplacent et qui sont toujours conscientes, mais jamais le système fondamental de la langue. C'est que si la diversification constante, croissante des activités sociales, des besoins, des notions exige des désignations toujours nouvelles, comme par exemple la féminisation des noms de métiers, il faut qu'en retour, il y ait une force unifiante qui fasse équilibre. C'est pourquoi la langue représente une permanence au sein de la société qui change, une constance qui relie les activités toujours diversifiées. Elle est une identité à travers les diversités individuelles. Et de là procède la double nature profondément paradoxale de la langue, à la fois immanente à l'individu et transcendante à la société. Autrement dit, la langue, c'est à la fois quelque chose que chacun peut s'approprier et quelque chose qui nous dépasse tous et qui n'appartient à personne. Et c'est parce que la langue est stable qu'elle est opératoire. Et s'en prendre à sa structure, c'est miner ce qui garantit son usage social. Donc les inclusifs confondent langue et parole, et c'est ce genre de méprise qui est au fondement de ce genre de propos. Et à partir du moment où on n'a pas les mots pour penser le féminin, Ouais. des activités, des choses, des métiers, on n'a pas les mots pour penser les femmes, quoi. Mais bien sûr qu'on a les mots pour penser le féminin, on a tous les mots de la langue pour penser le féminin. Allez dire à Germaine de Stel qu'elle n'avait pas les mots pour penser le féminin. C'est juste qu'il faut se mettre au travail. C'est pas les mots qui pensent, il faut en faire quelque chose. Il faut précisément penser. Je pose une question con. Donc comme je le disais, l'écriture inclusive repose sur une vision animiste de la langue dans laquelle le féminin renverrait aux femmes et le masculin renverrait aux hommes, comme on a pu le voir avec l'accord fantaisiste de Tell,
comme si de mettre des points E, points ES ou je sais pas quoi, allait nous faire penser aux femmes. Non, en fait, ça nous empêche de penser à quoi que ce soit. Le genre grammatical, il concerne l'organisation de la langue. Le masculin et le féminin, c'est des catégories de mots qui ne renvoient à aucune propriété objective. C'est pour ça qu'un homme peut être une crapule et qu'une femme peut être un mannequin. Et tout le monde a compris que la table n'était pas plus féminine que le plafond n'est masculin. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, je pense que c'est assez clair. J'en viens à quelque chose de plus important. On entend souvent les tenants de l'écriture inclusive dire ou sous-entendre qu'il n'y a pas de neutre en français et que le masculin fonctionne toujours comme un masculin. Quand on tient tout un discours au masculin, quand on dit que les étudiants sont en colère, par exemple, ou que les agriculteurs vont faire grève, ou je ne sais pas quoi, quand on tient tout un discours au masculin alors qu'on est censé parler d'une population mixte, eh bien, on voit bien que ce qui désigne les femmes est invisibilisé. That's wrong. Le fonctionnement du masculin comme neutre repose sur un processus qui est assez simplement expliqué par le linguiste Patrick Charodeau. Je cite, « Un processus de neutralisation, c'est-à-dire un processus qui englobe les deux catégories de sexe en les neutralisant. » C'est même pas tellement qu'il les englobe, c'est qu'il les fait disparaître. Quand vous dites que Pierre, Jacques, Marine et Chloé sont élégants, ce que vous êtes en train de dire en réalité, si on paraphrasait, c'est « ces gens sont élégants ». C'est-à-dire que la référence au sexe est neutralisée précisément parce que des sexes différents sont représentés. C'est très facile en fait à comprendre si on se demande qu'est-ce qu'on fait quand on accorde un adjectif avec plusieurs substantifs, et à plus forte raison quand on l'accorde avec plusieurs noms qui renvoient à des personnes de sexes différents. En fait, on applique une seule et même propriété à un ensemble hétérogène. Et pour que cette application elle fonctionne, pour qu'elle fasse sens, il faut garder de cet ensemble ce que les éléments ont en commun et supprimer ce qu'ils n'ont pas en commun. En l'occurrence, le sexe de ces personnes diffère, donc le sexe, la référence au sexe, doit disparaître. Et ce qui reste, c'est le fait que ce sont des êtres humains, que ce sont des personnes, formulez ça comme vous voulez. Donc on n'est pas en train de dire il y a des hommes, il y a des femmes, mais seuls les hommes sont élégants, ou il y a des hommes, il y a des femmes, mais les femmes sont élégantes d'une manière masculine, ou je sais pas quoi. On n'est tout simplement pas en train de penser au sexe. La référence au sexe a disparu pour permettre à l'adjectif de qualifier l'ensemble. C'est exactement la même chose pour le masculin générique, ça repose sur le même processus de neutralisation de la référence au sexe et plus généralement de la référence à la personne concrète, ce qui permet de créer des notions abstraites, des concepts. Donc quand on dit le locuteur, on ne pense pas à la masculinité, on pense au concept de quelqu'un qui parle. Et en fait, on ne spécifie le genre que dans les cas où c'est pertinent par rapport à ce qu'on est en train de dire, que dans les cas où ce qu'on est en train de dire repose sur le fait qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes. En fin de compte, le neutre, c'est pas un masculin qui aurait happé le féminin, c'est pas un masculin tout court. C'est un neutre qui renvoie à aucun sexe. Et comme le dit Jan Slamovich dans ce livre sur lequel je me suis pas mal appuyé, c'est pas que le masculin est partout, c'est qu'il est nulle part en particulier. Et le masculin ne fonctionne comme masculin que dans les cas où il s'oppose clairement à un féminin. Pour moi, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait exister les femmes dans la langue française, qui est une langue qui les a, disons, un peu expulsées. Oui, d'accord. Parce qu'on oublie ce processus de neutralisation, on entend de plus en plus des formulations du type « celles et ceux »,« toutes et tous ». Il y aura 1000 personnes dans la salle et je vais commencer en disant « bonjour à tous ». Non, évidemment, je vais dire « bonjour à toutes et à tous ». On a commencé spontanément à vouloir inclure le fait qu'on a face à nous oui, mais une ça, pluralité. à la limite. Quand vous dites bonjour à toutes et à tous, vous renvoyez les gens à leur identité sexuelle. C'est-à-dire que vous posez l'identité sexuelle comme un critère d'identification pertinent, comme si c'était vraiment important de préciser qu'il y a des hommes et des femmes, comme si ça changeait fondamentalement quelque chose à la situation. Alors qu'en fait, c'est purement accessoire, et c'est accessoire parce que généralement, c'est acquis, c'est une donnée acquise qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes. Et la manière dont on discrimine le réel, qui dépend, entre autres choses, de nos préoccupations, de nos attentes, de nos désirs, de nos croyances, elle est un peu plus profonde que il y a des mâles, il y a des femelles. Et alors, cerise sur le gâteau, et je ne suis pas le premier à le relever, cette formulation soi-disant inclusive, elle est en fait excluante puisqu'elle n'inclut pas, par exemple, les personnes non binaires. Donc là, les inclueurs vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour réparer ce défaut, et je pense qu'ils vont vite s'enlacer et qu'ils vont vite regretter le pluriel fasciste qui englobe sans distinguer et qui est par essence non discriminant. Comme le dit Jan Slamovich, l'inclusivité scinde ce qui était groupé, divise et oppose ce que le neutre et le pluriel avaient uni. Et le problème, c'est que ces formulations, à force de les employer, à force de les entendre, elles donnent rétrospectivement l'impression que le neutre est en fait un pluriel, c'est-à-dire que le féminin se répercute
sur le neutre, et puisqu'on s'habitue à entendre tous dans le voisinage de toutes, on finit par entendre tous exclusivement comme un pluriel, c'est-à-dire qu'on finit par créer de toutes pièces ce qui était indûment combattu, et voilà ce que ça donne. Mon fils a 5 ans et demi. Et c'est merveilleux de voir à quel point lui, il a intégré ça, mais en 3 jours. Lui, il dit toujours, c'est un ou une, tout le temps. Et parfois, quand je dis, il y avait des musiciens, par exemple, il me dit, ah bon, il n'y avait que des messieurs ? C'est-à-dire qu'il entend le masculin, il entend que le masculin n'est pas neutre. Alors elle est amusante, elle endoctrine son fils et elle est tout étonnée de voir qu'il pense exactement comme elle. Le fait est que ce malheureux gosse, par les bons offices de sa mère, ne connaîtra jamais le confort d'un pluriel englobant. C'est dramatique. Moi, où ça me choque un peu, c'est quand ils disent qu'ils vont enseigner ça aux gosses. Et minute papillon. La neutralisation, c'est une des conditions qui nous permet de penser conceptuellement. L'écriture inclusive, c'est une espèce de régression par rapport à notre capacité à penser le commun et l'abstrait. L'évolution de nos capacités linguistiques, elle va dans le sens de l'abstraction. L'enfant, quand il apprend à parler, il commence par associer le mot oiseau à tel moineau particulier, et puis ensuite, il comprend comment ça marche. Allez, juste pour le plaisir, citons le très savant John Locke dans un paragraphe où il explique justement comment les enfants acquièrent des idées abstraites. Les idées de la nourrice et de la mère sont bien formées dans leur esprit. Le nom qu'il leur donne initialement est limité à ces individus. Par la suite, quand le temps et une plus grande familiarité leur ont permis d'observer qu'il y a bien d'autres choses dans le monde qui ont une parenté de forme et d'autres qualités qui les font ressembler à leur père, à leur mère et aux personnes auxquelles ils sont habitués, ils forment une idée qu'ils trouvent partagée par tous ces êtres singuliers. Et à cette idée, ils donnent le nom d'homme, par exemple. Et ainsi en viennent-ils à posséder un nom général et une idée générale. En cela, ils ne construisent rien de neuf, ils ôtent simplement de l'idée complexe qu'ils ont de Pierre, de Jacques, de Marie, de Jeanne, ce qui est spécifique à chacun, et ne retiennent que ce qui est commun à toutes. Que ce qui est commun à toutes. Donc la référence au sexe, elle dégage. Et ça, ce mouvement-là, d'élagage de propriétés particulières pour ne garder que l'essentiel et qui permet de construire des concepts, à la fin, ça donne les catégories d'Aristote et la critique de la raison pure. Donc c'est comme ça que l'enfant se développe, et c'est aussi comme ça que l'homme s'est développé, puisqu'on est à bon droit d'imaginer que nos lointains aïeux ont commencé par associer un son à chaque objet qui frappait leur sens, et c'est quand l'homme a vu qu'il pouvait mentionner la forêt sans baptiser chaque branche qu'il a fini par en sortir. Donc l'écriture inclusive, par sa visée particularisante, elle nous renvoie à des époques insoupçonnables. Avec leur nez, ils inspirent de très grandes quantités d'air. Un dernier point important, c'est l'impact de l'écriture et des formulations inclusives sur le sens et la connotation des mots. Alors la connotation, c'est une notion complexe, je vais en donner une définition peu rigoureuse mais qui suffit à mon propos. Je renvoie les intéressés à l'excellent livre de Catherine Carbra-Orecchioni. Donc la connotation, c'est cette part du sens qui est à cheval entre l'objectif et le subjectif et qui concerne en gros le pouvoir d'évocation des mots, les idées que les mots peuvent éveiller en vous en plus de leurs références. Donc par exemple, on pourrait dire que la connotation de palmier, c'est les vacances, l'exotisme, des choses comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. E.S pour expliquer les savantes et les savants. On peut imaginer que des enfants, des petites filles et des petits garçons qui voient représenter dès le plus jeune âge des femmes savantes peuvent aussi, ça peut contribuer à ce qu'elles se projettent dans une carrière scientifique. Alors contrairement à ce que dit cette dame, je pense que de dire savante et savant, et surtout de l'écrire comme ça, c'est au contraire se garantir que ces enfants n'épouseront jamais une carrière scientifique. Quand vous dites savante, savant, vous sélectionnez l'appartenance au sexe comme critère pertinent dans la construction de la référence. Et ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous voyez d'abord et avec insistance, c'est homme, femme. C'est l'information qui prime, c'est il y a des hommes, il y a des femmes. Tandis que quand vous dites savant, au masculin neutre pluriel, la connotation du mot, elle joue à plein, parce qu'elle n'est pas frelatée par cette référence au sexe, et là le mot peut vous évoquer la science, l'effort, l'émulation, le progrès, etc., etc. Et donc qu'est-ce qui va faire rêver les enfants? Un javanais scriptural qui évoque vaguement l'homme et la femme, ou une expression qui permet à leur imagination de prendre appui sur les idées que leur évoque la science? Moi je pense que la question elle est vite répondue, donc soit on leur parle de Marie Curie dans un français convenable, soit on laisse le niveau scolaire poursuivre sa spéléologie. À la fac de Lorient, il y a des cours d'orthographe pour les étudiants en lettres. L'urgence n'est-elle pas là? Et ça vaut pour toutes les expressions du même type, c'est-à-dire pour toutes les expressions avec doublet, étudiante, étudiant, française, français. C'est la même chose, la référence au sexe devient le trait sémantique dominant, et donc vous pensez d'abord et avant tout au fait qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes, tandis qu'avec l'équivalent neutre de ces mêmes expressions, les mots gardent leur abstraction, leur élasticité, et vous pensez à des paysages, à des événements historiques,
à des œuvres d'art, à des romans, à des souvenirs personnels, à des désirs, etc. Et quand vous êtes récepteur de ces discours-là, et quand on vous dit étudiant ou quand on vous dit français, au lieu de vous dire étudiante, étudiant, française, français, vous pensez comme membre d'une communauté, scientifique, culturelle, peu importe, et pas simplement comme animal sexué. Donc en somme, la réflexion et la connaissance reposent sur l'abstraction repose entre autres sur la neutralisation, l'écriture inclusive s'oppose à la neutralisation. Conclusion, l'écriture inclusive est un rempart à la complexité et au savoir. Comme si c'était pas suffisant, elle étouffe cette belle faculté qu'est l'imagination. Alors, si l'agence mots-clés, comme elle le dit elle-même, ouvre des portes, il y a fort à parier qu'elle donne sur les ténèbres.